Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Radio Gambar pour interviewer notre nouveau proviseur, Monsieur Marmy. Bonjour. Bonjour. Hund, 100%. Ville. Sommer zum Wandern. Salzig. Ah, ça c'est un débat. Chaque fois que je vais dans un restaurant italien qui propose les deux, j'ai de la peine à me décider. Donc c'est pas maintenant que je vais pouvoir me décider. Mais plutôt pâtes. Käse, das ist keine Frage. Café. Pêche. Alors là, c'est difficile parce que l'avion, ça pollue, le bateau, bon, un peu moins, mais je suis malade en bateau, donc je dirais quand même plutôt avion. Fahrrad. Fondu dans les préalpes gruyériennes. Mer. Probablement, je ferais un... Je recommence parce que je sais pas en fait. Alors probablement, d'abord, je ferais un voyage, un grand voyage, un voyage autour du monde. Le voyage que j'ai pas pu faire l'été passé. Et puis après, je donnerais à la charité, je financerais un orphelinat. Mein Lieblingsland, schwierig zu sagen, würde ich sagen vielleicht Schweiz zum Leben oder Argentinien zum Reisen. Sizilien. Aucun. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, moi il y a un truc qui me fait vraiment rêver dans Harry Potter, c'est de pouvoir transplaner. C'est-à-dire de pouvoir me rendre comme ça rapidement dans un autre endroit, sans prendre l'avion, sans prendre le bateau. Ça c'est un truc qui me rêverait. Allez viens, on va faire l'apéro en Grèce. Tac, on y est, ça serait génial. Ich habe immer Lehrer sein möchten, aber auch Astronaut. Mon plat préféré, j'adore les lasagnes. Ja, ich koche sehr gerne. Ich koche jeden Tag für meine Partnerin. Difficile, je dirais peut-être dynamique. Monsieur Marmy, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases? Alors, en quelques phrases, je m'appelle Antoine Marmy, moi je suis fribourgeois, exilé à Berne, mais je suis bel et bien fribourgeois. J'ai vécu toute ma vie dans la banlieue de Fribourg et puis j'ai fait mon collège à Gambard, mon université à l'université de Fribourg. Et puis, voilà, je suis prof ici à Gambard depuis 2016, nouvellement proviseur, comme vous avez dit, depuis 2021. Et donc j'enseigne la géographie. Et sinon, dans ma vie privée, en dehors de l'école, je suis arbitre de basket, ça occupe pas mal de temps. J'aime bien aussi tout ce qui est dans la nature, dans la montagne, la randonnée, le VTT, etc., etc. Haben Sie ein paar Anekdoten über Ihre Schulzeit oder die Schüler, die Sie gehabt haben? Also wie gesagt, ich war selber Schüler hier in Gambach. Ich habe meine Matura in 2005 fertig gemacht. Ich habe natürlich viele Anekdoten, aber viel davon kann ich auch nicht vielleicht öffentlich in der Öffentlichkeit sagen.
Aber klar, ich habe viele gute Erinnerungen in Gaumbach. Zum Beispiel eine gute Erinnerung war Studienreisen, die wir gemacht haben. Also ich hatte die Glück, zweimal nach Venedig zu gehen über die Fastnachtsferien. Wir sind mit dem Schwerpunktfach Italienisch zweimal nach Venedig gegangen und das war unglaublich. Ich habe viele Erinnerungen darüber und ich habe auch immer noch Freundinnen auch, die ich in dieser Reise gekannt habe und wir sind immer noch Freunde. Vous avez dit que vous avez fait votre université dans le canton de Fribourg. Je crois que vous avez fait un doctorat en glaciologie. Euh, En quoi consistait ce doctorat? Quelles étaient les recherches liées? Mhm. Alors j'ai effectivement fait un doctorat dans le domaine de la glaciologie. Par contre, j'ai pas étudié les glaciers en tant que tel. J'ai étudié ce qu'on appelle le permafrost. Le permafrost, c'est donc une couche de sol qui reste gelée toute l'année. Et ce permafrost, on en trouve beaucoup dans les régions arctiques, mais aussi en Suisse, dans les régions montagneuses qui ne sont pas recouvertes de glaciers. Environ à partir de 2500 mètres d'altitude, on a du sol qui reste gelé durant toute l'année. Et puis c'est une grande thématique actuellement parce que avec les températures, l'élévation des températures de l'air, on a en fait ce sol qui dégèle petit à petit et puis qui perd de la stabilité et puis qui va provoquer des glissements de terrain, des chutes de pierres et qui peut endommager des infrastructures humaines. Et puis donc ma thèse de doctorat consistait en fait à faire de la modélisation dans le futur à l'aide de modèles climatiques, de faire des scénarios, qu'est-ce qui va se passer sur différents sites des Alpes suisses, qu'est-ce qui va se passer avec le futur si on a un réchauffement de temps, et puis voir la réaction du permafrost face à ces forcings climatiques. Donc c'était un grand projet qui était financé par le Fonds national suisse et qui incluait 4 universités. Il y avait l'ETH de Zurich, l'Université de Zurich, l'Université de Fribourg et l'Université de Lausanne. Et puis moi j'étais un des collaborateurs de ce grand projet. Est-ce que depuis vous avez refait des recherches? Non, et je dois dire que l'enseignement me prend quand même, ou me prenait pas mal de temps, et donc c'est vrai que j'ai complètement abandonné cet aspect-là des recherches, mais par contre je suis encore en contact avec pas mal de mes anciens collègues, et je trouve que c'est un domaine très stimulant, la recherche scientifique, et donc je suis encore d'assez près, mais personnellement moi je ne suis plus impliqué dans des projets de recherche. Mais vous auriez envie? Si le temps me le permettait, j'aurais envie, ouais, parce que je trouve que c'est intellectuellement très stimulant d'avoir des nouveaux projets de recherche. C'est vrai que vous pouvez vous imaginer que quand j'enseigne la géographie en première année, c'est des thèmes qui sont relativement basiques. Et puis le fait de faire de la recherche scientifique, ça nous permet d'être vraiment hyper spécialiste dans un domaine. Et quel que soit le domaine d'ailleurs, mais je trouve que quand on atteint un niveau d'expertise dans un domaine, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant. On se dit, ouais, il y a peut-être que 10, 20 personnes qui sont capables de comprendre ce qu'on est en train de faire dans le monde. Et puis, je trouve ça assez stimulant. Was ist Ihre Meinung nach die Qualitäten und die Herausforderungen eines guten Schulleiters in der heutigen Zeit? Schwierig zu sagen. Also klar, eine Herausforderung wäre die Gesellschaft ändert sich sehr schnell im Moment. Und klar, das ist eine Herausforderung, weil die Schule muss auch sich anpassen. Und zum Beispiel die neuen Technologien, die sind eine Herausforderung für die Schulleitung, also auch für die Lehrer, klar. Aber das ist klar etwas, das wichtig ist. Die Qualität, um ein guter Schulleiter zu sein, ich glaube, man muss gute und richtige Entscheidungen nehmen können. Und man muss dafür ein guter Zuhörer sein, man muss die Leute zuhören. Sie haben viele Probleme, man muss eine Lösung finden. Also ich sehe so, ein Schulleiter muss Probleme lösen mit richtigen Entscheidungen. Und wenn man das machen kann, dann sind wir ein guter Schulleiter. Vous venez de dire que les nouvelles technologies étaient importantes dans ces cours aussi. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait que les cours soient que en ce qui concerne les nouvelles technologies, donc que l'utilisation de nouvelles technologies avec par exemple Biode, les ordinateurs portables, les textes en PDF, ou vous pensez aussi qu'il faut quand même garder ce côté un peu traditionnel des cours
avec toujours de temps en temps un peu un papier et un crayon? Ouais, c'est une question intéressante qui revient assez souvent. Et en fait, alors, vous savez, moi, je suis très pour les nouvelles technologies dans l'enseignement. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais par contre, toujours, je rappelle, et c'est vraiment très, très important, euh, je ne pense pas que ça soit la solution unique. Donc, ça veut dire, moi, je pense qu'il faut pas croire que l'enseignement doit devenir tout numérique. Il ne faut pas croire que le numérique permet tout le temps de mieux atteindre les objectifs. Pour moi, le numérique, il se justifie en tant que moyen, en tant qu'aide à l'apprentissage, quand on sait que les objectifs d'apprentissage peuvent être atteints plus facilement ou plus rapidement par la nouvelle technologie. Et dans certains cas, c'est pas la nouvelle technologie, les moyens numériques ne permettent pas d'atteindre un objectif mieux. Dans ce cas-là, il n'en a pas besoin de l'utiliser. Et alors moi, vraiment, comme je vous dis, je suis vraiment pour le BIOD, pour progresser dans ce domaine-là, mais pour certains objectifs, la méthode traditionnelle est clairement la meilleure. Donc là, moi, je pense qu'on ferait une erreur de dire c'est soit tout avec le numérique, soit rien avec le numérique. Et à mon avis, là, en fait, il faut utiliser l'ordinateur en classe comme un outil supplémentaire. Je ne sais pas, l'élève en mathématiques, il a une machine à calculer. Avant, il n'avait pas de machine à calculer. Maintenant, il a une machine à calculer. C'est un outil supplémentaire qui lui permet, pour certaines opérations, d'aller plus vite. L'ordinateur, mais par contre, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus apprendre le calcul mental non plus. Ou ça ne veut pas dire qu'on ne va plus faire de maths parce que tout peut être fait par l'ordinateur ou par ces applications qui nous permettent de scanner les équations puis qui donnent la réponse. Non, parce que là, on perdrait du coup une compétence intellectuelle qui, selon les plans d'études, est définie comme étant importante. Donc vraiment, moi, je vois l'ordinateur comme un outil qui permet, au cas par cas, d'atteindre des objectifs. Et c'est comme ça que je la vois. Et moi, je ne suis pas du tout tout ou rien, mais vraiment pour trouver un moyen entre deux. Also wie integrieren Sie die neuen Technologien in Ihre Kurse? Also wird das Lernen dadurch besser? Sind die Schüler mehr aufmerksam und motiviert oder nicht? Nicht unbedingt. Also für mich, also das BIOD, die Computer in den Klassenzimmer, wie gesagt, das ist ein Werkzeug, das ist nicht eine Lösung. Man kann nicht glauben, okay, jetzt ich mache meinen Kurs als Lehrer, ich mache meinen Kurs auf dem Computer und dann sind die Schüler unbedingt, also sowieso mehr interessiert oder mehr motiviert. Das ist nicht so, leider. Ich sehe, also in meinem Unterricht, ich benutze viel das Computer. Also ich arbeite viel mit OneNote, weil ich denke, das ist ein gutes Tool. Man kann gut arbeiten. Wir haben alle unsere Notizen, alle die Dokumente am gleichen Ort. Und ich sehe das als effizient. Man braucht auch weniger Papier. Die Bilder sind farbig. Man kann Videos hinzufügen, man kann Links hinzufügen. Die Schüler können andere Webseiten konsultieren. Und das sehe ich als wirklich ein Mehrwert. Und ich probiere immer in meinem Unterricht diesen Mehrwert zu finden. Wenn es gibt keinen Mehrwert, dann sage ich jetzt ohne Computer. Au sujet de l'arbitrage de basket, je sais que vous arbitrez en Liga. Comment est-ce que vous en êtes venu à devenir arbitre de basket? Alors bon, en fait, c'est quelque chose, c'est pas du jour au lendemain, je me suis dit, je vais être arbitre et puis je vais aller en Liga. Pas du tout, c'est plutôt, en fait, comme dans tous les sports, j'imagine, en tout cas dans tous les sports d'équipe, à un moment donné, les clubs doivent fournir un certain nombre d'arbitres pour que les championnats puissent se dérouler. Puis moi, j'étais dans un club voilà, où je me suis proposé pour faire la formation pour arbitrer chez les tout jeunes, quoi, chez les minis, ça s'appelle. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris goût à ça. J'ai aussi assez vite remarqué que j'irais beaucoup plus loin en tant qu'arbitre qu'en tant que joueur, vu que j'étais un joueur assez moyen, on va dire. Donc c'était aussi une opportunité pour moi d'avancer assez rapidement là-dedans. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que quand j'étais étudiant, quand j'étais au collège, le fait de faire arbitre, en fait, moi, c'était mon job d'étudiant. Donc, quand certains de mes collègues, de mes camarades de classe, ils allaient travailler au McDonald's le vendredi soir, moi, je faisais mes matchs
Je faisais quelque chose que j'adorais faire, qui m'apportait beaucoup de plaisir aussi, qui m'a fait progresser dans certaines compétences. Justement, ces compétences de prise de décision, voilà, d'assumer une décision des fois difficile à prendre. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu développer ces compétences tout en faisant mon job d'étudiant. Dans l'article que vous nous avez envoyé, justement, qui date d'un petit moment et qui était paru dans La Liberté, vous disiez que votre but, ça aurait été d'arbitrer une finale de la Coupe Suisse. Est-ce que vous avez réussi à arbitrer une finale? Exactement. Et alors, je me rappelle cet article qui avait été fait en fait tout au début de ma carrière en Ligue 1. Donc, je venais d'être nommé dans le groupe des arbitres de Liga, puis il y avait un journaliste qui avait pris contact, on était deux pour faire un article là-dessus. Et puis, effectivement, je me rappelle que j'avais dit que mon objectif, que je pensais assez inatteignable à ce moment-là, c'était d'arbitrer la finale de la Coupe Suisse. Et puis, effectivement, alors c'était il y a 2 ans, j'ai arbitré effectivement la finale de la Coupe Suisse entre Fribourg et Genève, donc les deux plus grandes équipes du basket de ces dernières années en Suisse. Et j'ai eu la chance en plus d'arbitrer cette finale à la Tissot Arena de Bienne, et puis ça reste encore au jour d'aujourd'hui le match du basket suisse auquel il y a eu le plus de spectateurs. Je crois qu'il y avait plus de 6000 personnes. Et c'est clair que si on m'avait posé la question il y a 10 ans, si je pensais être rendu là 10 ans plus tard, je n'aurais pas cru. Et puis voilà, mais c'était une expérience quand même assez incroyable, ça il faut dire. Vous avez un nouvel objectif maintenant ou pas du tout? Non, je dois dire que au niveau de l'arbitrage, je n'ai pas spécialement d'objectif supplémentaire. Je pense qu'en Suisse, j'ai atteint le maximum que je pouvais atteindre. J'ai été nommé il y a 2 ans arbitre international au niveau de la FIBA, mais pour des raisons professionnelles, c'est quand même très difficile d'être arbitre international parce qu'il faut partir durant la semaine, 3-4 jours, aller en Russie, en Finlande, en France, etc. Et du coup, c'est très difficile à gérer ça avec le travail, donc je n'ai pas d'ambition particulière à ce niveau-là. Ma seule ambition, c'est de continuer à avoir du plaisir. Et quand j'aurai plus de plaisir, j'arrêterai l'arbitrage. Mais pour l'instant, j'ai encore du plaisir. Hormis le fait que vous couriez en tant qu'arbitre de basket, est-ce que vous faites du sport? Alors oui, je fais pas mal de sport. Bon, alors déjà, je ne sais pas si on peut vraiment se considérer ça comme un sport, mais en été, je fais beaucoup de randonnée. Je fais aussi du VTT en été, mais là, je sais que j'ai des collègues qui vont m'embêter en entendant ça parce que j'ai un VTT électrique, donc c'est pas vraiment du sport. Mais sinon, en fait, je fais beaucoup de courses. Donc, beaucoup, 2 à 3 fois par semaine, je cours. On a même un petit groupe ici de profs, on va quasiment une fois par semaine courir ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avant d'être arbitre de basket, j'ai fait beaucoup d'athlétisme. Donc je faisais du 400 mètres et du 800 mètres. Un petit peu comme notre élève championne Audrey Véro. J'étais pas à un niveau européen comme elle, mais j'étais quand même à un niveau dans les meilleurs Suisses. J'ai fait des médailles au championnat suisse, donc j'ai fait beaucoup de courses. Et puis en fait, actuellement, pour garder la forme, c'est un petit peu le sport que je fais, c'est de la course à pied. 2 à 3 fois par semaine, une dizaine de kilomètres par sortie. Ist es für Sie schwierig, nicht frei reisen zu können, also in der heutigen Zeit? Also am Anfang, ich muss sagen, das war sehr, sehr schwierig. Ja. Im Sommer 2020, ich hatte mit meiner Partnerin eine Riesenreise im Pazifikozean geplant. Und klar, wir könnten das nicht machen. Und ich muss sagen, das war sehr frustrierend. Das war eine große Reise nach Tahiti und Hawaii und wir haben uns sehr, sehr viel darüber gefreut und das war schwierig am Anfang. Aber jetzt, nach fast 2 Jahren ohne zu reisen, muss ich sagen, ich habe angefangen, die Sachen ein bisschen anders zu sehen. Jetzt, ich freue mich auch, im Wallis oder im Berner Oberland zu gehen und auch die Grenzengebiet, Norden Italien, Frankreich und so weiter. Und ich freue mich auch viel darüber. Was noch für mich frustrierend ist, ich habe gern Tauchen, also Scuba Diving. Und das mache ich gern. Und ich habe seit 3 Jahren nicht mehr getaucht. Und also klar, ich könnte das auch in der Seen in der Schweiz machen oder im Mittelmeer.
Aber ja, nein, das ist nicht das gleiche wie ein Korallriff in einem Tropenmeer. Und das vermisse ich viel, viel, viel. Ich hoffe, nächsten Sommer kann ich ein bisschen weiter weg fliegen und wieder tauchen zu gehen. Comme vous disiez lors de votre présentation, vous avez dit que vous étiez exilé à Berne. Pourquoi ce choix alors que votre travail est à Fribourg? C'est assez loin quand même, Berne. Enfin, c'est pas non plus à l'autre bout de la terre, mais c'est... C'est 35 km environ. Mais il faut dire, en fait, moi je voyage en train. Et en train, c'est 21 minutes. Donc c'est extrêmement rapide. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves ici à Gambart. Bien qu'ils habitent dans le canton de Fribourg, ils ont plus que 20 minutes de trajet en transport public. Donc finalement, en fait, on a l'impression que Berne, c'est hyper loin, parce que déjà, c'est en Suisse allemande, c'est de l'autre côté de la Sarine, c'est un autre canton. Mais en fait, c'est pas si loin que ça. Et puis bon, la raison, c'est pour des raisons privées. J'ai ma partenaire qui travaille à Thun. Donc Berne, c'est le Mittelpunkt entre Fribourg et Thun. Et au-delà de ça, en fait, je trouve qu'à Berne, il y a une excellente qualité de vie. Alors, moi, j'appréciais beaucoup aussi de vivre à Fribourg parce que je trouve que c'est une petite ville très sympa, mais qui est quand même très active pour sa taille. Et au final, Berne, c'est une ville qui, même si elle est beaucoup plus grande, elle a gardé cet aspect assez calme, assez sympa de petite ville suisse. Et j'aime beaucoup vivre là-bas, puis ça me fait en fait une petite coupure. Ça me permet de mieux séparer ma vie à l'école et ma vie privée, vu qu'elles ne sont pas les deux au même endroit. Le côté que vous préférez le plus de la ville de Berne, ça serait quoi? Alors, j'aime beaucoup de choses, sauf l'équipe de hockey. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais sinon, alors bon, il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Déjà, c'est sa vieille ville qui, du coup, me rappelle un peu Fribourg, la vieille ville, la partie médiévale de la ville de Berne. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi à Berne, c'est sa gestion de la mobilité. Il y a beaucoup moins de bouchons qu'à Fribourg. Il y a beaucoup plus de place pour les transports publics, notamment les trams. J'adore les trams. Il y a aussi beaucoup plus de place pour le vélo. Et je trouve que ça en fait une ville qui est un petit peu moins stressante. Parce que moi, ça me stresse un peu quand je vois des automobilistes qui sont pressés, qui laissent pas la priorité aux piétons parce qu'ils veulent se dépêcher. Donc de ce point de vue-là, je trouve que le centre-ville de Berne est un petit peu plus chill que Fribourg. Et puis c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Et puis il y a quelque chose que j'aime bien aussi à Berne, qui est aussi un petit peu à Fribourg, mais moi j'adore voir les montagnes depuis Berne. Depuis Berne, on voit bien sûr Eiger, Mönch, Jungfrau, qui sont des montagnes assez spectaculaires. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis la dernière chose que j'aime aussi beaucoup à Berne, c'est la possibilité en été d'aller nager dans l'Arc. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est une expérience qui est quand même assez folle. J'ai souvenir en 2018, la dernière semaine d'école ici en 2018, c'était vraiment une semaine de canicule où il faisait 35 à 37 degrés à Fribourg, enfin en pleine. Et je me rappelle que tous les jours, je partais à l'école avec mon maillot de bain et puis en rentrant à Berne, j'allais directement nager dans l'Arc. C'est quelque chose que je trouve assez formidable. Et ça, c'est dommage qu'à Fribourg, il y a pas, la Sarine n'a pas assez d'eau pour pouvoir se baigner. Wir haben ein altes Foto von Ihnen gesehen. Also Sie waren in der Sozialistischen Partei von der Stadt Freiburg aktiv. Wie engagieren Sie heute in der Politik? Also ja, das stimmt. Ich war Mitglied vom SP. Ich war auch im Stadtparlament hier in Freiburg für 3-4 Jahre. Aber ich habe alles aufgehört. Ich bin nicht mehr in der Politik aktiv. Ja, ich finde das immer noch interessant. Also ich interessiere mich für Politik, ich lese die Zeitungen, ich höre die Debatten, für jede Abstimmung gehe ich abstimmen. Klar, auch für die Wahlen mache ich immer, aber ich bin nicht mehr aktiv. Ich glaube, das war nicht mein Ding. Ich habe nur probiert und ich habe bemerkt, das sei nicht für mich. Und ich habe alles aufgehört. Aber das interessiert mich noch viel. Ich muss sagen, die Politik hat einen riesen Einfluss über unser Leben und man muss sich interessieren, man muss eine Meinung haben und argumentieren, das ist sehr wichtig. Ich möchte mich nicht mehr engagieren in einer Partei oder in einem Stadtparlament. Vous aviez dit que vous avez fait lors de votre doctorat des études pour la fonte du permafrost. Est-ce que, en tant que glaciologue, avec le réchauffement climatique et tout, est-ce que ça vous touche? Est-ce que c'est alarmant selon vous? Oui, ça me touche énormément. Oui.
En fait, je vais beaucoup en montagne, je vais assez souvent sur des glaciers, notamment avec l'option complémentaire géographie. Je vais tous les 2 ans sur le glacier d'Aletsch. Et puis, tous les 2 ans, on remarque qu'on doit marcher beaucoup plus bas pour aller jusqu'au glacier, quoi. La dernière fois qu'on est allé, on a dû aller trentaine de mètres de hauteur plus bas pour atteindre le glacier que 2 ans auparavant. Donc 30 mètres, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quasiment la hauteur du bâtiment Gambach. Et en 2 ans, ça veut dire qu'on a une masse de glace énorme qui a fondu. Et Aletsch, bon, c'est clair, Aletsch, il ne va pas disparaître parce que le glacier d'Aletsch, c'est un grand glacier, donc il en a encore pour plein d'années, mais il y a d'autres glaciers qui sont en fait la source de nos rivières. La plupart des rivières suisses démarrent leur cours dans un glacier. Puis bien sûr, si on a un plus petit glacier ou si on a un glacier qui disparaît, il y a moins d'eau dans la rivière. Et de ce point de vue-là, moi je trouve que en fait, on est concerné. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, on parlait déjà un petit peu du réchauffement climatique. C'était un peu un truc comme ça, mais qu'il y avait que un peu les écolos qui en parlaient. Puis on se disait oui, mais ça sera pour nos petits-enfants, etc. Puis en fait, maintenant, on remarque que le réchauffement climatique, il est aujourd'hui. On a vu cet été. Alors c'est clair qu'il n'y a pas chaque catastrophe météorologique qu'on peut relier au réchauffement climatique. Des catastrophes météorologiques, des inondations, des trucs comme ça, il y en a toujours eu. Mais par contre, on remarque quand même en Europe, en Suisse, que ça arrive de plus en plus souvent. Et puis là, du coup, on a un signal climatique qui est quand même pas très rassurant. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que c'est assez angoissant. Je pense qu'il y a certaines zones du monde qui vont au-devant de quelques décennies assez compliquées de ce point de vue-là. C'est clair, nous en Suisse, même si on est directement concerné par le réchauffement climatique, par voilà, le fait qu'on aura moins de neige, par le fait que les glaciers fondent, même si on est assez concerné, on n'est pas très vulnérable parce que comme on est un pays riche, on a les moyens de faire face à ça. Hein, des pays pauvres, comme par exemple si on prend le Bangladesh, qui sont aussi très concernés par le réchauffement climatique, notamment par l'élévation du niveau de la mer, vu que c'est un pays qui se situe à très faible altitude, eux, ils sont non seulement confrontés à ça, mais en plus, ils n'ont pas les capacités de résilience économique que la Suisse a. Donc moi, ça me fait un petit peu de soucis dans le futur de ce point de vue-là. Par contre, je pense que je ne suis pas non plus trop négatif ou trop pessimiste, parce que je pense que l'être humain, il est capable, quand il travaille ensemble, de trouver des solutions à différents problèmes. Et je pense que le plus grand défi de l'humanité par rapport au réchauffement climatique, il sera là, il sera d'arriver à se mettre ensemble et puis à trouver des solutions. Et bon, actuellement, ça ne s'est pas trop fait, mais il ne faut pas perdre espoir. Was bedeutet ein innovativer Microsoft-Experte zu sein? Ja, Sie haben gesehen, dass ich MIE-Expert bin. Also MIE steht für Microsoft Innovative Educator. Und ja, also das ist ein Projekt von Microsoft. Ich musste letztes Jahr ein Dossier schicken, zu zeigen, wie ich mit dem Microsoft-Tool arbeite im Schulzimmer, im Klassenzimmer. Und also ich musste ein paar Projekte zeigen, wie ich OneNote, wie ich Teams, also alle Software von Microsoft in meinem Unterricht anwende. Und dann ich wurde in dieser Gruppe gewählt. Und das ist also grundsätzlich, das ist eine Austauschgruppe. Also ich bin vernetzt mit anderen Lehrern, die auch viel Technologie brauchen. Und wir machen Austausch. Also wir tauschen unsere Ideen. Es gibt auch Konferenzen, Online-Konferenzen und auch Weiterbildungen. Ja, für mich das ist spannend, weil ich habe immer neue Ideen. Oh ja, das könnte ich so und so machen und dann ich kann auch meine Ideen teilen. Und ja, das finde ich interessant. Ich habe das während der Pandemie gemacht, also klar, wir hatten Fernunterricht während 6 Monaten und ich hatte ein bisschen mehr Zeit, das zu machen und ich habe gedacht, okay, jetzt mache ich ein Dossier für Microsoft und mal schauen, wie das geht.
Vous êtes du coup le nouveau proviseur des classes bilingues et je pense que ça doit vous arriver du coup de devoir switcher entre l'allemand et le français. Est-ce que c'est compliqué ou au contraire, est-ce que vous avez peut-être une routine ou des astuces que vous utilisez pour justement faciliter ce changement? Alors bon, c'est vrai que bah, d'être proviseur d'une section bilingue, ça nécessite en tout cas de bien comprendre les deux langues. C'est vrai que ben, pour m'exprimer, c'est parfois un peu plus difficile pour avoir des finesses ou comme ça. Après, il faut dire quand même que les élèves des classes bilingues sont, pour la grande majorité, vraiment bilingues. Donc en fait, j'ai remarqué, même si j'ai dit à tous mes élèves, ben, vous pouvez vous adresser à moi en allemand, il n'y a pas de problème. En fait, très beaucoup, ils parlent français de manière très, très naturelle. Puis je suis assez admiratif en fait de ce vrai bilinguisme. Je suis un peu jaloux aussi, il faut dire, de ces élèves qui sont parfaitement bilingues et qui peuvent parler comme ça en français, en allemand, presque sans accent, de manière très naturelle comme ça. Je suis un petit peu jaloux d'eux. Et il faut dire, non, pour l'instant, ça m'a pas posé de problème parce que, ben, en fait, en allemand et même le dialecte, je le comprends très très bien. J'arrive quand même à exprimer mes idées, parfois avec des fautes, parfois avec un manque de nuances, mais j'arrive quand même à m'exprimer. Et puis, en tout cas, pour l'instant, ça m'a pas posé de problème particulier. Ce qui est plus difficile parfois, justement, c'est à l'écrit. Quand il faut écrire quelque chose d'officiel, parce qu'on sait que ben, l'écrit, ça va rester. Imaginez si je dois écrire un mail pas très agréable un élève qui aurait fait quelque chose de pas bien, qui doit être sanctionné, on ne peut pas se permettre de lui écrire avec des fautes ou avec des accords qui sont mal faits ou avec des phrases qui sont un peu scabreuses. Mais là, j'ai la chance ben, d'avoir des collègues proviseurs qui m'aident ou bien même des secrétaires qui peuvent m'aider. C'est un travail d'équipe. Hein, le travail de direction, c'est vrai que je suis pas tout seul, laissé à moi-même. Il y a toute une équipe qui est là derrière et on s'aide mutuellement. Wie sehen Sie die Schule in 10 Jahren? Also welche Vermächtnis möchten Sie hinterlassen? Wie sehe ich die Schule in 10 Jahren? Das ist noch eine interessante Frage, weil ich mache jetzt im Moment eine Ausbildung in der PH Bern, also Pädagogische Hochschule in Bern. Und das ist eben über die Schule der Zukunft. Und klar, das ist sehr schwierig zu sagen, wie das ist in 10 Jahren. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wahrscheinlich haben wir mehr Interdisziplinarität in 10 Jahren. Also jetzt, Sie wissen, wie die Schule ist. Wir haben 45 Minuten Mathe und dann 45 Minuten Französisch und dann 45 Minuten Geografie. Und es gibt wenige Link zwischen die Schulfächer. Und ich glaube, das ist gut in einer Seite, weil man kann die Mathe gut lernen und Deutsch gut lernen und Französisch gut arbeiten. Aber es fehlt ein bisschen der Übergang zwischen die Fächer, die verschiedenen Fächer. Und ich glaube, in der Zukunft, die Schule wird mehr projektorientiert sein. Und das wird mehr, also Projekt machen. Und für diesen Projekt brauche ich Französisch, brauche ich Englisch, brauche ich Informatik. Und man muss interdisziplinär arbeiten. Und ich glaube, das ist die Richtung der Schule in 10 Jahren. Bah, du coup, merci Monsieur Marmy de nous avoir accordé un peu de votre temps. Quant à vous, on se retrouve bientôt sur Radio Gambard pour d'autres émissions.